On est parti pour une heure et quart de débat, ou pas de débat, je ne sais pas, peut-être tout le monde sera d'accord, ça m'étonnerait. L'idée était de mettre autour de la table un certain nombre de personnes qui ont des choses à dire sur un sujet qui semble évident, manger et consommer responsable, et qui s'avère ne pas l'être. Alors, je viens de lire, on va pas parler de ça, mais juste en venant, je viens de lire dans Le Point un article sur l'un de mes invités, en tout cas son organisation, faute d'être sur lui personnellement, parce que c'est La Ruche qui dit oui, qui est en conflit, enfin en conflit, on va pas dire ça comme ça, mais enfin bon, il y a toute une polémique avec les AMAP et La Ruche qui dit oui, et Le Point vient de titrer, il y a une heure ou deux, un article sur la guerre des bobos. Donc parce que j'imagine que si Le Point titre la guerre des bobos, c'est que manger bien, manger responsable, c'est une affaire de bobos. Donc finalement, j'avais envie de présenter les choses différemment, mais Le Point me donne une entrée qui me va très bien. C'est-à-dire que manger responsable, ça veut dire avoir un peu d'argent, ça veut dire ne pas être soumis à la grande consommation, ça veut dire qu'on ne va pas faire ses courses chez Leclerc ou à Carrefour ou chez Auchan, ça veut dire qu'on a des moyens intellectuels, financiers, qu'on est un urbain, qu'on choisit. Et puis pour les autres, c'est pas grave, les autres, ils mangent ce qu'il y a, ils consomment évidemment pas cher, puisque le premier élément qui va leur permettre de choisir ce qu'ils vont consommer et pourquoi ils vont le consommer, c'est le prix. Donc, c'est une manière de rentrer dans le sujet avec trois personnes qu'on a invitées ici pour ce débat. Donc, tout de suite à ma gauche, Jacques Capla, que vous avez peut-être vu tout à l'heure dans un autre débat où il a présenté, où on a parlé de certains de ses livres, dont celui-ci qui est le dernier sorti, qui s'appelle Changeons d'agriculture. Donc, il a beaucoup travaillé, disons, sur l'aspect économique et politique de manger responsable et produire responsable, comme chercheur. À sa gauche, alors je vais prendre un des livres qu'il a ramené. Il se trouve que moi j'en ai chroniqué un, donc je prends celui-ci. Allez hop. Éric Birlouez, qui a sorti donc plusieurs ouvrages que vous pouvez trouver ici. Nous, Alimentation Générale, on a parlé de celui-ci. Faut-il arrêter de manger de la viande? Dans une collection d'ailleurs que je tiens à saluer, que je ne connaissais pas, un éditeur qui s'appelle Le Muscadier, une édition qui s'appelle Le Choc des idées. J'avoue que j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est deux points de vue. Vous prenez quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre. En l'occurrence, manger de la viande. Faut-il arrêter de manger de la viande? Réponse oui, réponse non. Et Eric fait l'arbitre, en fait. Il fait le médiateur. Il fait l'introduction d'abord du débat. Et puis ensuite, il reprend la main à la fin du bouquin pour faire une synthèse de deux avis qui sont totalement contradictoires. Donc, je trouve que l'idée est bien. Je n'ai pas lu d'autres livres de cette collection, mais s'ils sont de ce niveau-là, je trouve ça absolument formidable. Et puis Guillaume Ferrand, alors ça, il n'a pas de bouquin, mais il vient de me dire qu'il en avait fait un. Je suis assez... Vas-y, raconte, parce que c'est assez drôle. Il a fait un bouquin, on ne le trouve pas ici, donc. Ah non, en fait, parce que tu m'as dit... Toi, donc fondateur de La Ruche qui dit oui, pardon. Ouais. Non, en fait, il y a 4 ans, en fait, non, il y a plus longtemps que ça. En fait, j'ai donné beaucoup d'ateliers de cuisine dans ma vie. Et beaucoup pour plein de milieux. J'ai imaginé des pédagogies culinaires pour les enfants autistes, pour les enfants, pour les centres médico-psychologiques. Et j'ai beaucoup travaillé en équipe avec plein de gens qu'il fallait faire cuisiner ensemble. Puis un jour, je me suis dit, mais cuisiner à plein, c'est un peu comme un orchestre. Parce que je donnais des instructions, je disais, toi, vous faites ça, et puis quand vous avez fini, vous allez voir ce groupe-là, puis vous mélangez vos ingrédients. Mais si c'est un peu comme des partitions, il faudrait des partitions. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire des partitions. Et en fait, un jour, je me suis dit, je vais écrire des partitions de cuisine. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps, je pense 2 ans, à coder les actions de cuisine avec des pictos. Et je les ai mis sur des partitions, et j'ai créé un livre qui s'appelle Les Parties 7. Ce sont des partitions de cuisine. Voilà, c'est sorti chez Solar il y a 7-8 ans, quoi. Et voilà, d'accord. Donc on te reverra peut-être au salon de Périgueux avec un autre livre que tu présenteras. Tu vas garder la parole parce que, d'abord, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, et sûrement il y en a ici ou derrière les caméras, tu as fondé La Ruche qui dit oui.
Tu l'as fondé à l'origine sur quelle idée? Quelle est la genèse du projet? Et que fait la ruche qui dit oui aujourd'hui? Quelle est sa situation actuelle? Bon, la genèse, elle est longue, hein, parce que moi, je suis designer industriel, donc qu'est-ce qu'il fout dans l'alimentation? Mais en fait, j'avais un gros souci, que j'étais designer industriel avec une obsession pour l'alimentation, la cuisine, et avec une vision un peu, finalement, ma vision de designer qui était de voir l'ensemble de la chaîne. Moi, je m'intéressais à la cuisine, puis domestique, celle de tous les jours. Je voyais que c'était un espace génial de libération, de création, de tous les jours, de faire quelque chose avec ses mains, d'artisanat. Je trouvais ça génial. Puis après, du coup, je me suis intéressé à la production, j'ai découvert les enjeux agricoles, et puis au bout de 10 ans à bosser là-dedans, au bout d'un moment, j'ai vu l'ensemble du truc. Je faisais du design industriel pour des entreprises autour de l'alimentation, je donnais beaucoup de cours de cuisine, etc. Enfin, j'étais dans ce milieu-là. Et puis un jour, je me suis dit, bon, j'avais un peu compris tout ça, vu tous les enjeux, tous les gens, la produire, de la semence jusqu'à la cuisine, comment ça se distribue, qui gagne quoi. Enfin, j'avais un peu mappé tout ça. Et avec cette vision aussi où j'aime beaucoup l'innovation et aussi une vision un fort sentiment de la capacité des gens à s'organiser entre eux. Moi, j'aime bien quand les gens, quand on est autonome, quand on fait la cuisine, c'est un peu une forme d'autonomie. Déjà, cuisiner, c'est être capable de se nourrir soi-même. Et je me suis dit, si on est capable de cuisiner, de se nourrir soi-même, on doit être capable de s'organiser pour faire son propre réseau d'approvisionnement. Et puis, on doit avoir une agriculture finalement qui est à nos portes, avec laquelle on est en relation, pour que plus les informations circulent, plus on est proches les uns des autres, mieux on va fonctionner ensemble. Enfin, donc, la ruche qui dit oui, c'est un outil. Finalement, c'est un outil de coopération. Et la vision, c'était comment est-ce qu'on peut donner des outils à notre société qui font que les gens vont réinventer leur système de distribution, réinventer la manière dont ils consomment et ils achètent leur alimentation, mais aussi ils la produisent globalement. Et voilà, donc la ruche qui dit oui, l'idée c'est populariser le circuit court. Donner des outils pour que les gens puissent le plus facilement possible créer leur réseau d'approvisionnement en circuit court auprès des producteurs agricoles locaux. Et donc plus largement, en faisant émerger cette demande, c'est-à-dire une demande forte de consommateurs qui demandent à consommer comme ça, soutenir un modèle agricole. Un modèle agricole, alors là, après c'est large, on va en parler là, agroécologique, local, résilient, fermier, artisanal, enfin il y a 10 000 termes. Donc voilà, donc c'est un outil qui permet aux gens de coopérer ensemble pour réinventer leur mode d'approvisionnement en fait. Donc qu'est-ce que tu réponds au point qui dit que c'est un outil de bobo pour les bobos? Je suis atterré en fait pour une raison, c'est que j'ai passé 1 heure avec ce journaliste et je lui ai partagé plusieurs informations, dont une, c'est que les ruches, on en a dans tous les milieux sociaux. C'est assez intéressant parce qu'on a une diversité, il y a 650 ruches, il y en a dans des milieux ruraux très très perdus, vraiment avec peu de population, on en a dans les banlieues, dans les centres sociaux, on a en centre-ville, il y en a vraiment, il y a une énorme diversité sociale. Et je lui ai expliqué que ce qui fait la diversité sociale, c'est que finalement, dans les ruches, il y a quelque chose de... Le prix a été une question intéressante. Le prix dans les ruches, il se fixe par le producteur en relation directe avec les gens qui vont dans la ruche. Or, il y a des ruches qui se sont mis dans plein d'endroits. Et en fait, quelque part, les producteurs et la population qui venait à cet endroit ont trouvé le prix qui allait, le prix vivant. Le prix vivant, c'est le prix qui fait que le producteur peut continuer à être producteur. Et le client dit, je peux manger sans arrêter mon radiateur, quoi. Et en fait, du coup, dans chaque ruche, finalement, on a un écosystème qui a trouvé la manière de pouvoir faire du commerce ensemble. Et du coup, il y a une énorme diversité sociale avec une énorme diversité d'ambiance. Il y a des ruches dans 10 000 endroits différents. Et du coup, je suis atterré parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ce journaliste. On a eu une conversation très très profonde et vraiment qu'il fait ce titre, je trouve ça mais vulgaire. On est passé au-delà, je veux dire, l'alimentation c'est transversal, ça concerne tous les milieux sociaux, ça parle d'emploi, ça parle de gestion locale, économique, enfin c'est débile quoi. Je suis atterré. D'ailleurs, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon téléphone et d'appeler le journaliste immédiatement. Pour te désatterrer un tout petit peu, c'est beaucoup le titre qui est atterrant. Le reste du papier est beaucoup plus équilibré. Oui, mais d'ailleurs, je pense que le journaliste ne fait pas les titres. Je pense, c'est pas sûr que ce soit lui qui a fait le titre. Je te le confirme, on ne fait pas les titres. Mais donc, l'article est plus équilibré. Donc, je le prenais plutôt parce que sortir un titre comme ça... Non, mais le titre, il a été fait par quelqu'un, effectivement, qui est probablement moins dans le sujet, enfin pas probablement, très certainement moins dans le sujet. Donc le titre pour moi est assez représentatif justement de ce qu'on pense des ruches et d'autres sujets comme cela. Alors je voudrais passer à un sujet très simple par rapport à la viande. Puisque tu as écrit cet article, ce livre, enfin tu as médiatisé ce débat. C'est pas très, de ce qu'on comprend, c'est pas très responsable de manger de la viande. Alors, le sujet de la viande est quelque chose qui est très très intéressant parce que justement, ça pose tout un tas d'enjeux.
qui relève effectivement de cette question de la responsabilité. Là-dessus, moi j'ai une position qui est pas celle des deux protagonistes, hein, on pourra y revenir. Mais Un peu jésuite, ça, non? non, parce que cette question de la viande, en fait, alors d'abord, une précision qui me paraît important de donner, c'est que on voit bien depuis 3 ou 4 ans monter en puissance cette controverse. Faut-il ou non manger de la viande? Est-ce que c'est responsable ou irresponsable de manger de la viande? Cette question, l'humanité se la pose depuis l'origine. C'est un point qui est très intéressant. La viande, c'est pas du tout, mais alors pas du tout un aliment comme un autre. Sinon, on ne se serait pas posé la question depuis si longtemps. Dans l'Antiquité, par exemple, que ce soit en Grèce, à Rome, dans l'Égypte ancienne, dans des sociétés du nord de l'Inde, en Amérique du Sud, lorsqu'on tue un animal pour le manger, on le fait sous la forme d'un sacrifice. On offre l'animal aux dieux. C'est pas par hasard, c'est parce qu'on souhaite, en tout cas c'est l'interprétation des anthropologues, on souhaite se déculpabiliser de quelque chose qui est lié à la consommation de viande, que l'on appelle en anthropologie de l'alimentation le meurtre alimentaire. Pour manger de la viande, il faut que je mette à mort un animal. L'humanité, enfin les sociétés humaines, ont toujours été mal à l'aise avec ça, d'où le sacrifice. On fait un acte noble, on tue un animal non pas pour assouvir sa passion de manger de la viande, mais pour rendre hommage aux dieux, et donc ça c'est bien. Et cette viande qui a été sacrifiée sur un autel, eh bien on la consomme de manière collective, comme si on voulait diluer la culpabilité dans le nombre de convives. Donc vous voyez, cette question de la viande, elle se pose depuis très longtemps, donc pour 2 raisons. La première, je viens de le dire, c'est le meurtre alimentaire. La deuxième, c'est que manger de la viande, c'est manger la chair d'un animal, ses muscles, son sang, et c'est précisément ce dont nous-mêmes nous sommes faits. Ce qui veut dire que si dans notre tête, nous ne faisons pas la distinction, le distinguo très clair entre l'homme et l'animal, c'est inconcevable de manger de la viande. C'est manger un quasi semblable. Donc ce que je veux dire, c'est que cette question qui émerge aujourd'hui, et on pourra développer évidemment les arguments pour et les arguments contre, est en réalité une question philosophique ou éthique qui remonte à la nuit des temps. Les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, très probablement, en tout cas c'est comme ça que fonctionnaient les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, avant de tuer un animal sauvage, ils lui adressent des excuses, ils font des prières, ils invoquent les esprits. Là encore, c'est pas par hasard, ça montre bien que ça ne va pas de soi de manger de la viande. Alors, je reviens à mon sujet. On en mange. La preuve, c'est que si on regarde les chiffres qui sont d'ailleurs dans le livre, y compris en France, on est des gros mangeurs de viande. La question dans ce débat-ci, c'est quelle viande mange-t-on? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, alors effectivement, on peut... C'est un sujet qui est vraiment très compliqué. Par exemple, on va parler d'une réalité qui est l'impact négatif de l'élevage sur l'environnement. Il faut tout de suite se dire de quel élevage parle-t-on. Si on prend le cas d'un élevage comme on en trouve encore aujourd'hui en France, la moitié du territoire français, 45%, ce sont encore des prairies. Vous allez dans le Massif central, enfin vous avez dans des régions de l'Ouest, vous avez des animaux qui sont élevés je parle des ruminants, je parle des bovins, pas des cochons, pas des volailles, c'est un autre sujet. Des ruminants qui sont élevés d'une manière qui n'est pas traditionnelle, mais qui est, de mon point de vue, globalement respectueuse de l'environnement et qui ont même des atouts positifs sur l'environnement, la biodiversité, la lutte contre l'érosion des sols. Enfin, il y a beaucoup d'intérêts. Si on prend maintenant la production de viande telle qu'elle existe en Amérique du Nord, par exemple, ou dans des pays comme le Brésil, on a une situation qui est évidemment tout à fait différente. Donc, de quoi parle-t-on? De quel type de viande? De quel mode d'élevage? Et puis un dernier point, toujours pour rester sur ce seul domaine de l'environnement, on a des chiffres extrêmement contradictoires. Les associations environnementalistes vous balancent sur tous les sites internet que vous pouvez trouver sur le sujet, toujours la même diapo qui vous dit que pour produire 1 kilo de viande de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Or, l'eau est un bien de plus en plus rare, donc ça paraît complètement irresponsable pour le coup. Sauf que les chercheurs de l'INRA et de l'Institut de l'élevage refont les calculs et disent c'est pas du tout 15 500 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande de bœuf, c'est 200 litres. Alors là, vous vous dites, entre 200 litres et 15 500... Selon la police, selon les manifestants. Voilà, donc, voilà. Donc, je veux dire, pour terminer,
là, je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est d'essayer de se mettre d'accord, si on y arrive, sur des modes de calcul, sur des méthodes, sur des hypothèses de calcul qui permettent de ne pas dire une chose et son contraire, c'est-à-dire situation dont on ne sortira pas pour prendre la vraie mesure, notamment là, des impacts environnementaux de la viande. Jacques Capla, donc, que j'ai présenté tout à l'heure, tu veux réagir sur ces deux points? Enfin, si je peux compléter un petit peu la réflexion sur la viande. Moi, mon approche d'agronome et d'ancien technicien en élevage, hein, j'annonce la couleur, je suis fils d'un éleveur ovin et j'ai été technicien en élevage, donc je suis bien sûr biaisé dans mon approche, mais en même temps, je suis extrêmement respectueux des végétariens et je suis le premier à reconnaître qu'on peut être végétarien. C'est parfaitement possible d'un point de vue nutritionnel, de l'équilibre vivant, etc. Et je comprends tout à fait la réflexion qu'il peut y avoir vis-à-vis du fait d'être végétarien. Mais d'un point de vue agronomique, pour compléter un petit peu ces questions-là, la question que je me pose moi quand j'essaye de construire une agriculture capable de nourrir l'humanité et de respecter la planète, etc. Et je précise d'ailleurs, je m'appuie plus sur mon expérience de conseiller de terrain que sur une dimension chercheur, etc. Quoi. Enfin, ou alors si je suis un chercheur de terrain. Mais je m'appuie sur les expériences des agriculteurs. Et en pratique, la question que je me pose d'abord, même quand on parle de quantité d'eau, la question que je me pose d'abord, c'est d'où vient cette eau? Parce que ce soit 200 ou 1500 ou 15 000 ou je ne sais plus combien, peu importe. La question, c'est est-ce que cette eau, elle est détournée d'une autre activité ou pas? Même chose pour les protéines végétales nécessaires, parce qu'on dit aussi il faut à peu près 10 calories en céréales pour produire une calorie en viande bovine. C'est 3 ou 4 pour les porcs et les volailles, c'est un peu moins. Mais en fait, toute la question est de savoir où est-ce qu'on les prend. Si c'est de l'herbe, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas capable de digérer l'herbe. L'herbe, la cellulose, n'est pas un aliment que l'humain sait digérer en quantité importante. Ça doit être très très minoritaire si on en mange. Or, justement, les ruminants, les vaches, les moutons, les chèvres, digèrent la cellulose. Donc s'ils sont utilisés pour permettre dans des fermes de céréales biologiques d'avoir des prairies dans la rotation, c'est-à-dire la succession des cultures, qui permet de restructurer les sols, d'apporter de l'azote dans le sol par des légumineuses, etc. Ben, si cet élevage il permet à des fermes bio de fonctionner en grande culture, eh bien, ce n'est pas négatif d'avoir de l'élevage et ça détourne rien du tout. Si vous avez des prairies, les grandes plaines kazakhs ou les grandes plaines mongoles, moi, j'ai pas tellement envie qu'on les retourne et qu'on en fasse des céréales. Les prairies humides, les prairies d'altitude, on ne va pas les retourner et en faire des céréales, on ne pourrait pas de toute façon, et on détruirait des écosystèmes. On pourrait y arriver, mais en détruisant beaucoup de choses. Donc à partir du moment où il y a de l'herbe, à partir du moment où cette herbe elle est alimentée par de l'eau qui tombe du ciel, c'est pas tellement un problème d'avoir de l'élevage dessus. La question de l'élevage, c'est dès lors qu'il y a détournement d'une alimentation. Et là, effectivement, les porcs et les volailles, c'est plus compliqué. Parce que souvent, au niveau alimentaire, on nous dit mais bon, la viande rouge, c'est pas terrible pour toutes ces raisons-là, donc mangez plutôt de la viande blanche. Ouais, bah, la viande blanche, pour moi, c'est plus problématique. Parce que les porcs et les volailles, c'est des monogastriques. Ils transforment, ils digèrent, ils consomment la même chose que nous. Donc là, ils détournent effectivement de l'alimentation humaine. Et donc, les porcs et les volailles, et si vous regardez bien dans les sociétés, par exemple, les sociétés asiatiques de la grande époque de l'Empire chinois, qui est le plus grand empire que la Terre ait porté et qui a duré le plus longtemps qu'aucun autre empire sur Terre, et il y avait déjà la moitié de l'humanité qui vivait là-bas au Moyen-Âge, qui n'était pas le Moyen-Âge pour eux, ils mangeaient un peu de porc et de volaille, mais c'était des compléments. Le porc mangeait les déchets. Les volailles mangeaient les déchets et entretenaient les rizières. Et ça, c'est un des enjeux de l'agriculture aujourd'hui, c'est de faire évoluer les élevages de porc et de volailles hors sol, qui sont des aberrations, vers des systèmes complémentaires d'autres activités. Et juste un dernier mot sur pour savoir ce qu'on mange finalement quand on mange de la viande. En matière de viande bovine en France, c'est vrai que la plupart des éleveurs français élèvent leurs vaches à l'herbe, mais il y a quand même un gros problème, c'est qu'ils n'ont de revenus que parce qu'ils vendent les jeunes. Or, ces jeunes, ils ne sont pas engraissés en France. Ils sont engraissés à 90% en Italie et un petit peu en Espagne, dans des fermes industrielles, où là, ils mangent des céréales et des protéagineux, donc ils sont élevés dans des conditions pas vraiment respectueuses des animaux, c'est le moins qu'on puisse dire, et en plus, en détournant de l'alimentation humaine à plein. Donc, l'élevage viande français est un peu hypocrite quand même, parce qu'il cache un peu la poussière sous le tapis. C'est vrai que nos vaches, à nous, les mères, les vaches mères, elles sont à l'herbe,
Mais si ces élevages existent, c'est parce que les jeunes sont vendus et font un revenu, et ils sont vendus dans des élevages industriels. Donc là, il y a quand même des choses qu'il faut faire évoluer. Mais pour moi, c'est ça les questions qu'on doit se poser par rapport à la viande. Et ça conduit, je vais finir là-dessus, d'un point de vue agronomique, pour moi, la question qui se pose, c'est pas comment on fait pour avoir autant de vaches ou autant de production laitière. La question, c'est comment on fait pour avoir une production cohérente sur les surfaces dont on dispose. Moi, j'habite en Ille-et-Vilaine, plus gros département laitier de France. On a des élevages de 80 vaches sur 40 hectares. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les élevages. Moi, je souhaite qu'on garde tous les éleveurs d'Ille-et-Vilaine. Mais au lieu qu'un éleveur ait 80 vaches, il faudrait qu'il en ait 60. Et au lieu de les nourrir avec du maïs cultivé sur place et du soja importé du Brésil, qu'il les cultive avec l'herbe de sa ferme. Et là, ça devient cohérent. Et effectivement, ça conduit à manger un petit peu moins de viande, à boire un peu moins de lait. Mais vu qu'on en consomme beaucoup trop et qu'on en boit beaucoup trop, il n'y a aucun problème en fait. Donc ça, c'est une première piste de responsabilité. J'aurais voulu savoir, Guillaume, ce que représente la ruche qui dit oui aujourd'hui en termes de chiffres, qu'on ait quand même 2-3 chiffres, et surtout, comment tu vois les choses, c'est-à-dire si tu te projetais à 10 ans, je sais que c'est très difficile, mais est-ce que le poids des ruches ou des AMAP ou des circuits courts en général, c'est un poids qui va être le même dans 10 ans? Tout ça ne va pas bouger parce que le système est trop fort, parce que les industries de l'agroalimentaire sont trop fortes. Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce qu'on est en train de militer pour rien? C'est quoi le projet? Alors, bon, la ruche qui dit oui, elle représente une expérience. C'est juste une petite expérience. Pour vous dire, il y a 60 000 familles chaque mois qui se nourrissent avec la ruche qui dit oui. C'est rien. Hier, j'étais à une table ronde, il y avait la directrice du développement durable de Monoprix, ils nourrissent 800 000 personnes par jour. Donc, par contre, il y a 1500 personnes qui s'inscrivent chaque jour sur le site depuis un an. Il y a 30 producteurs qui rejoignent le site chaque jour. Et cette année, on a eu 3500 demandes d'ouverture de ruche. Ouvrir une ruche, ça veut dire devenir le point de distribution. Et nous, on peut, face à 3500 demandes d'ouverture de ruche, 1500 personnes par jour, en fait, c'est impossible de répondre à cette demande. Et donc la ruche, en fait, elle représente, au-delà du fait que réellement, il y a 2,5 millions d'euros vendus de produits par les producteurs chaque mois. Donc ça a créé 200-300 emplois chez ces producteurs-là. Donc il y a une progression économique, elle est symbolique. Par contre, le nombre d'inscrits et la demande sociale qui s'exprime, elle représente quelque chose de plus important. Et du coup, la ruche qui dit aujourd'hui, parmi toutes les histoires de circuits courts, toutes les possibilités, comme c'est un outil en ligne, Internet, c'est un outil accessible. Donc c'est un outil qui fait émerger la demande de manière beaucoup plus claire. Donc on est un réceptacle de cette demande sociale. Donc maintenant, je pense que tu demandes dans 10 ans, il y a un truc qui est clair, c'est que la conscience sur les questions alimentaires, de production, de consommation, elle est de plus en plus prégnante dans nos sociétés parce que c'est archaïque, quoi. Il y a un moment, les gens, je pense, qui se disent est-ce qu'on va crever la dalle si on continue à faire confiance à ceux qui nous nourrissent jusqu'actuellement actuellement. Et donc, je pense que, globalement, si on avait l'agriculture qui est demandée par la société, on n'aurait plus la même agriculture. Après, c'est complexe de changer un modèle agricole parce que déjà, si l'agriculture qu'on a en ce moment, elle s'effondrait du jour au lendemain, on creverait la dalle. Donc, je veux dire, on ne peut pas souhaiter autre chose que des transitions, que des mouvements qui changent par de la négociation, par de l'évolution économique et sociale. Donc voilà. Après, il y a des réticences. Il y a des réticences qui passent par des visions totalement en dehors de la réalité des énergies fossiles qui sont nécessaires pour faire survivre nos modèles agricoles, qui passent par une volonté de ne pas voir. Mais je pense que le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça tombe trop vite d'un coup et parce que ça devient dangereux. Enfin, dire, vous êtes des historiens, ethnologues, des géographes, des civilisations qui sont effondrées à cause de leur système alimentaire défaillant. Je pense qu'il y en a des exemples. Enfin, je ne sais pas si on va partir vers là, mais certainement. Donc voilà. Donc j'ai pas d'idée de ce que ça va devenir. Ce que je vois émerger de mon petit point de vue ruche de notre expérience, c'est la demande sociale, la réactivité sociale, la volonté d'agir, parce que c'est un réseau de gens qui font, en fait, la ruche dit oui. Ce sont des gens qui font... notre société est chargée émotionnellement par le fait qu'il faut faire.
Et les gens, quand on leur file des bons outils, eh ben, ils font parce que c'est chouette de faire, c'est bien d'accompagner des changements, et puis c'est joyeux, c'est de la bouffe, on se retrouve et tout. Donc en gros, on a une chance, c'est qu'on a une société concernée qui a une volonté d'action. Après, il faut leur donner des outils, des possibilités de faire, c'est voilà. Mais globalement, je pense qu'on a ce qu'il faut pour bouger, quoi. Est-ce que vous pensez, Éric et Jacques, c'est la même question, est-ce que vous pensez qu'il y a un relais politique possible? C'est-à-dire, est-ce que tout ce que vient de dire Guillaume, ça peut prendre à un niveau politique de décisionnaires, de gens qui ont vraiment la possibilité de changer un système, ou en tout cas de lui faire prendre un virage conséquent, pas tout de suite, pas pour demain, mais qui pourrait réorienter les politiques agricoles? Oui, alors effectivement, moi je pense que les mouvements de consommateurs, de citoyens, ce sont eux qui ont véritablement le pouvoir de faire changer les choses. Après, moi je crois que c'est possible. Il y a eu des transformations de la société qui sont nées effectivement de cela. Alors, par contre, quand vous dites, finalement, les gens veulent un certain type d'agriculture, moi qui suis sociologue de l'agriculture et de l'alimentation, je sais bien quel est le type d'agriculture que veulent les gens. C'est le paysan avec 3 poules, 2 vaches et un petit champ de blé dans un coin, quand même beaucoup. Moi, je suis frappé quand j'interroge des gens qui ont perdu le contact avec la terre, leurs racines, ils ne connaissent plus la réalité de la terre. C'est qu'on ne sait plus, on imagine des choses, on fantasme. Ce type d'agriculture-là, évidemment, on n'y reviendra pas. Et c'est bien sûr même pas souhaitable et même pas possible. Donc je pense que tout l'enjeu, c'est ça, c'est de donner aux gens, et là je suis bien d'accord avec vous, les informations qui vont leur permettre, en connaissance de cause, d'agir sur le politique, mais pas au nom de rêves, d'utopies, de fantasmes, mais au nom d'une réalité qui est une réalité économique, qui est une réalité sociale, mais donc vraiment partant de constats et d'analyses les plus objectifs possibles. Jacques, ensuite tu répondras, oui. Donc à la fois, je vais revenir un tout petit peu sur la question des circuits courts, ça se recroise tout ça, et de la construction d'une autre consommation et quel devenir ça peut avoir. Avant de parler de l'aspect politique, je rejoins le fait que ça se construit d'abord sur le terrain. Moi, je pense que c'est d'abord sur le terrain qu'on construit des alternatives et que progressivement, par leur solidité, elles finissent parfois par prendre le relais de ce qui existait avant et parfois par permettre d'exprimer une demande sociale et une demande politique qui finit par faire pression sur les décideurs. Mais je vais donner un exemple tout simple par rapport au changement, à l'évolution qu'il peut y avoir de la consommation. Il y a 15 ans, on constatait qu'en agriculture biologique, la consommation était à 50% dans les supermarchés, alors qu'en conventionnel, elle était à 80% dans les supermarchés. Et on disait, mais évidemment, avec le développement qu'on était en train de mettre en place, la bio se développant, touchant des nouveaux publics et des gens notamment moins riches, etc. Parce qu'il y avait déjà cette image, malheureusement, d'une agriculture pour riches, ce qui est complètement faux. Et on se disait, ce pourcentage va changer. Et les bio eux-mêmes se disaient, c'est dommage, on risque de se normaliser. Aujourd'hui, vous savez quel est le pourcentage de produits bio qui se vendent en supermarché ? 50%. Toujours. C'est-à-dire qu'on a un transfert d'habitudes alimentaires. Des gens qui vont découvrir la bio en supermarché, qui vont acheter, moi j'appelle ça plutôt de l'agriculture conventionnelle sans chimie, souvent. C'est-à-dire c'est des agricultures qui sont produites en respectant à minima le règlement européen, qui vont garder toutes les mêmes techniques agricoles que le conventionnel, mais en enlevant la chimie. C'est pas une technique qui marche très bien. À long terme, c'est pas souhaitable parce que ça marche pas bien. Mais c'est ça d'ailleurs qui donne l'idée que la bio marche pas, parce que c'est à ça qu'on pense quand on pense bio, malheureusement. Et c'est celle-là qui est la moins chère, qui va être vendue en supermarché. Mais c'est pas grave, parce que d'abord, les consommateurs qui se retrouvent à acheter de la bio en supermarché, ils découvrent ce que c'est, ils se forment à la saisonnalité, à d'autres goûts, à d'autres habitudes alimentaires, et puis ils finissent à aller acheter dans des magasins spécialisés, dans des AMAP, en circuit direct, etc. Les agriculteurs, même chose, ils évoluent aussi dans leur pratique petit à petit. Donc tout ça, c'est des transitions, effectivement, et je pense que c'est très important. Et donc, par rapport à la question politique, je pense qu'il faut agir. Pour moi, la perspective d'avenir, elle s'appuie sur 2 jambes. Il y en a une, c'est l'action au quotidien, les petites actions d'aider les agriculteurs à évoluer. Alors, pour moi, le système vers lequel il faut essayer d'aller, c'est ce que j'appelle la bio, mais c'est la bio telle que ses fondateurs l'ont inventée. Ça correspond à ce que Pierre Rabhi appelle l'agroécologie.
puisque son livre de chevet, c'était le livre fondateur de la bio, qui est Fécondité de la Terre, qui date de 1938. Et donc, c'est ça, vers ça qu'il faut aller. Mais bien sûr, ça prend du temps, et les agriculteurs qui en sont très loin, ils ne vont pas être en bio demain, c'est sûr. Il faut juste les aider à évoluer. Et on peut tous les aider à évoluer par notre consommation, par plein de petits actes quotidiens. Des financements, etc., monter des systèmes de circuits courts, etc. Et puis, bien sûr, il y a l'action politique. Celle-là, elle est un peu plus compliquée à mener. Et celle-là, elle est justement plus politique. C'est-à-dire, elle demande une organisation, elle demande de faire pression. Mais, et là, il y a quand même un point qui est très, très clair à propos de l'histoire de l'image que les gens ont de l'agriculture. Quelques animaux, etc. Toute la communication de l'agriculture industrielle actuelle entretient la confusion. Les publicités pour l'agriculture, c'est à se tordre de rire. C'est à se rouler par terre de rire si on connaît la vérité de l'agriculture. Ce qui est montré dans les publicités, je m'excuse de le dire, mais ce qui est montré aussi dans les salons, où on montre ce qui est le plus montrable, c'est pas du tout représentatif de ce qu'est l'agriculture en tant que pratique. Et donc les consommateurs, de toute bonne foi, se font piéger. Et c'est difficile de désamorcer ça, de décoder ça, parce que finalement, les bio jouent un peu sur cette image-là, et les conventionnels aussi, finalement. Tout le monde joue sur cette image-là. Et donc ça crée une confusion qui reste un peu lourde. Guillaume, tu voulais réagir aux propos d'Éric? Moi j'ai aussi une formation de designer. Je me suis intéressé à cette question de l'innovation, en fait. Et c'est vrai, c'est intéressant l'idée parce que quand on veut construire une agriculture, ça va concerner les agriculteurs, évidemment. Donc eux, ils construisent une agriculture à partir d'une formation, de techniques qui évoluent, etc. Mais c'est intéressant que l'ensemble de la société ait une image de cette agriculture. Quelle forme elle a? Effectivement, est-ce que c'est un petit tracteur rouge? Qu'est-ce que c'est, quoi? Et j'ai l'impression que ce qui est assez fort, je trouve, ce futur de l'agriculture, c'est que, en fait, l'agroécologie, je pense que c'est un espace d'innovation extraordinaire, quoi. Extraordinaire parce qu'en fait, c'est un degré supérieur d'intelligence. C'est un degré supérieur de complexité, de capacité d'analyse du complexe. Le vivant offre un niveau de complexité qu'on n'arrive pas à décrire. L'agriculture conventionnelle le simplifie au maximum et pense le maîtriser et le diriger. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps rattrape et montre que ça tient un certain temps. Et en fait, prendre en compte une agriculture plus complexe, agroécologique, circulaire, où on prend tout l'écosystème, ça nécessite une conscience supérieure. Et finalement, c'est une conscience, donc c'est une progression spirituelle, intellectuelle de l'être humain. Donc c'est un espace de progression sociale globale. Et c'est aussi, ça se rapproche aussi de la complexité qu'on gère maintenant avec l'informatique, la vision quantique des choses. C'est-à-dire que ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, c'est l'endroit où il y a de l'innovation, c'est l'endroit où il y a du futur, où il y a de la science. Donc c'est une science, voilà. Donc c'est intéressant. C'est pas effectivement, c'est pas, et on le voit dans plein de trucs. Et encore une fois, on revient parce que la question c'est des douces utopies, etc. Il y a plein de signes intéressants, je trouve, au niveau sociaux. Il y a l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, c'est vachement intéressant parce que c'est tout d'un coup, c'est une impossibilité. C'est le corps social qui dit il y a un problème avec se nourrir, il y a un problème avec on va cultiver dans les villes. Et c'est hyper fort parce que c'est l'urbain, c'est ceux qui ont choisi de vivre au cœur des villes avec ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'agriculture qui dit on va les faire se chevaucher. Et là, du coup, comme il y a une impossibilité liée tout simplement au fait que la surface, elle ne peut pas être à la fois agricole et de l'habitat, il y a de l'innovation qui arrive. Alors, on cultive la terre qu'il y a entre le goudron, mais on commence à se dire, est-ce qu'on peut pas lier l'architecture avec l'agriculture? Donc voilà, et du coup, on se pose la question aussi du coup de l'énergie qui va avec ça. Enfin, je pense que l'agriculture qui peut changer la façon de voir l'agriculture, c'est un espace d'innovation extraordinaire. Socialement, je vois que ça commence à rentrer à plein niveau. L'agriculture urbaine, ça concerne des gens qui n'ont aucun rapport avec l'agriculture. C'est génial. Donc, il y a plein d'autres choses comme ça. Je pourrais parler de plein d'autres choses sur ce qui me font penser que la question agricole est en train de se réinstaller de manière très forte chez toutes les couches générationnelles, dans plein de milieux, par plein de façons d'y arriver différentes d'ailleurs, et par des petits bouts. Et ça, je trouve ça intéressant, que ça devienne un espace de désir. Ça devient assez. Je pense que pour draguer une fille en ce moment, vaut mieux dire que tu as une vision sur l'agriculture plutôt que tu t'aimes les grosses bagnoles, quoi. Quelque part, ça vient. Dire, ça vient lentement, mais ça vient. Et je pense que c'est un bon signe que ça devienne quelque chose
voilà, d'un C'est peu vrai- c'est sexy vrai que- d'avoir une vision sur l'agriculture, de connaître, de savoir faire pousser un truc. Je sais faire pousser un truc, ça commence à devenir un truc assez chic. Donc c'est bien. Alors que ce soit des bobos pour commencer, c'est bien. Je veux dire, des bobos, si jamais. Les bobos, c'est une classe qui est peut-être une classe qui a un peu plus de fric et qui a peut-être un peu plus de connaissances, je sais pas, de culture. Je veux dire, si on imaginait une société où il y avait que des bobos, ça veut dire qu'on aurait une bonne éducation et qu'on aurait un niveau de vie un peu mieux. Donc, enfin, je veux dire. Que ça vienne de là, que c'est intéressant. Je veux dire, c'est intéressant. Il se passe plein de choses sur ce sujet. Eric, tu veux réagir sur les bagnoles qui sont de plus Non. en plus moches, c'est vrai, Oui, par ça, c'est ailleurs, vrai. faut le dire. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et pour moi, un des enjeux importants, et ça amène à un autre sujet de responsabilité, c'est de redonner de la valeur à l'alimentation, donc à l'agriculture qui est fournisseur. Si on redonne de la valeur à l'alimentation, c'est vraiment une thèse que j'aime bien développer, du coup on réduit le gaspillage alimentaire. On peut réduire le gaspillage alimentaire par plein de mesures techniques sur les dates limites de consommation, sur acceptons les concombres tordus et pas les concombres droits, et c'est important de le faire. Mais fondamentalement, pourquoi gaspillons-nous de la nourriture ou pourquoi tolérons-nous le gaspillage alimentaire ? Finalement, on ne gaspille que ce à quoi on n'accorde pas de valeur. Et si on regarde un peu l'évolution des choses dans l'agriculture, dans l'alimentation, depuis 50 ans, toutes les valeurs de l'alimentation ont diminué. La valeur vitale, par chance, le matin, quand on se lève, on ne se pose plus la question, en tout cas en France, pour la quasi-totalité de la population, est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Donc on ne va pas s'en plaindre, mais on a oublié cette dimension nourriture nécessaire à la vie. Les aliments, c'est pas que des poisons. C'est quand même un discours qu'on entend souvent. Les aliments modernes, il n'est pas complètement injustifié, mais l'aliment, c'est d'abord quelque chose qui nous permet de nous maintenir en vie. Enfin, ça devrait être ça. La valeur monétaire de l'alimentation a diminué. Aujourd'hui, à peine 15% de notre budget est dépensé dans l'alimentation. En 1960, on était encore à 36%. Déclin de la valeur culturelle de l'alimentation, déclin de la valeur humaine. On ne sait plus qui il y a derrière le produit. Donc, toutes les initiatives qui permettent de recréer un lien avec les producteurs, moi j'applaudis dès demain. La dimension symbolique, la dimension sacrée de l'alimentation. Finalement, parce qu'il y a eu un nouveau système alimentaire qui s'est mis en place, toutes les valeurs de l'alimentation ont décliné. Et il ne faut pas s'étonner qu'on gaspille aussi sereinement l'alimentation par rapport au sujet. Jacques, une réaction et j'ai une question après. Un petit complément par rapport à ces éléments-là. J'insiste sur la question de l'agriculture urbaine et justement dans cette perspective-là, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel de se réapproprier l'agriculture à l'échelle de la société. Pour une raison très simple, aussi par rapport à une casquette d'anthropologue, l'agriculture, c'est au cœur de la relation entre une société et un territoire. Toutes les sociétés s'ancrent dans le territoire par l'agriculture. Même les chasseurs-cueilleurs, d'ailleurs. La plupart pratiquent un peu d'agriculture ou en tout cas la connaissent. Donc l'agriculture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans nos civilisations agricoles, évidemment, c'est quelque chose de central. Donc que la plupart des citoyens ne sachent plus ce qu'est l'agriculture, c'est un vrai problème, je pense. Et c'est sans doute une des causes de la crise écologique. Je pense que si on était conscient de ce qu'est l'agriculture, on serait beaucoup plus conscient de ce qu'est la nature aussi, et de ce qu'est le rapport au temps, le rapport au cycle, etc. Et finalement, l'agriculture urbaine, elle a toujours existé. Elle avait pendant très longtemps existé. Les villes, il y avait toujours des jardins dans les villes et qui fournissaient une part importante de l'alimentation humaine. C'est récent d'avoir des villes spécialisées qui a sorti l'agriculture des villes, qui marque cette coupure entre la société et son agriculture et son territoire. Et à mon avis, c'est un des suicides de la société moderne, cette coupure-là. Et donc, oui, l'agriculture urbaine, alors là, je signe des deux mains, c'est quelque chose de très important pour remettre les mains dans la terre, redécouvrir la saisonnalité, redécouvrir aussi l'échec, comprendre que parfois, on se plante et il n'y a pas de récolte, ou pas ce qu'on voulait. Tout un tas d'éléments très importants. Et puis, je voulais juste revenir aussi sur un aspect qui est très symptomatique des images qu'on construit par rapport au côté passéiste ou moderne. Je vais prendre l'exemple des semences, des variétés anciennes. Justement, je dis variétés anciennes, mais en fait, c'est pas ça. Moi, j'ai participé à la création du réseau Semences Paysannes. Je suis un militant de la réappropriation de la sélection végétale par les paysans, c'est-à-dire d'avoir des plantes adaptées au milieu et qu'on arrête d'adapter le milieu à des plantes standardisées construites en laboratoire, parce que ça tient pas. En adaptant le milieu à des cultures qui sont faites pour certaines conditions de culture, on ne peut pas s'adapter au changement climatique. Dans le Tarn, changement climatique, les cultures sont faites pour avoir de l'eau, il y a de moins en moins d'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un barrage ? Non, il y a une autre solution. On peut aussi réenrichir les sols en matière organique pour qu'ils gardent l'eau.
donc changer les techniques agronomiques. Et puis on peut aussi utiliser des variétés qui soient capables de s'adapter année après année à l'évolution du climat, ce que l'agriculture avait toujours fait jusqu'à maintenant. Et ça, les semences paysannes, il y a un énorme malentendu. On repart des variétés anciennes, mais pas parce qu'elles sont anciennes. C'est pas du tout un retour en arrière, hein. C'est pas du tout passéiste. On repart des variétés anciennes uniquement parce que, techniquement, factuellement, les seules variétés à partir desquelles on peut avoir une évolution des plantes et une réadaptation au milieu, ce sont les variétés anciennes. Elles ont une diversité génétique que n'ont plus les variétés du catalogue que les paysans sont obligés d'acheter, et elles ont une capacité d'évolution. C'est tout. Donc là, il y a des malentendus. C'est-à-dire qu'on parle de variétés anciennes, il y a toute une imagerie, et je sais, pour beaucoup de gens, il y a un côté un peu passéiste là-dedans, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose de très moderne, c'est s'adapter en permanence au présent et à l'avenir. Alors j'avais une question, Jacques, mais tout le monde peut y répondre. On n'est pas seul au monde, on est en France, mais le marché, que ce soit la ruche d'ailleurs, tu nous diras, commence à s'implanter à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a une demande aussi de ce côté-là. Mais on n'est pas seul, il y a une politique agricole commune qui impacte énormément la production et la consommation à un niveau qui nous dépasse, avec des instances qui nous dépassent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un milieu qui n'est pas juste franco-français? Ce n'est pas nous qui gérons tout dans cette affaire-là. Bien, on peut faire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment deux niveaux d'action différents. Il y a un niveau qui est, alors de mon point de vue d'agronome, c'est-à-dire moi je me place plutôt à l'échelle des paysans, des pratiques agricoles, on peut aider les paysans à évoluer. Pour les aider à évoluer, il faut leur montrer qu'il y a d'autres agricultures possibles. Ça paraît bête ce que je dis là, hein, mais ça je l'ai vécu en permanence. La plupart des paysans, s'ils ne changent pas de pratique, c'est parce qu'ils sont convaincus que ce sont les seules pratiques possibles. Parce qu'ils croient que la seule solution, c'est d'enlever la chimie. Enfin, faire de la bio, pour eux, c'est enlever la chimie. Mais évidemment, s'ils gardent des pratiques et des semences, etc., qui sont faites pour la chimie, quand on enlève la chimie, ça ne marche pas. Enfin, ça marche moins bien. Donc, ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'alternative. Donc, premier élément, leur faire comprendre qu'il y a des alternatives, qu'il faut refonder l'agriculture sur d'autres bases, sur des cultures associées, des variétés adaptées, etc. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, toujours dans les actes quotidiens, on peut aider les paysans à évoluer en facilitant justement toutes les formes d'agriculture qui évoluent. Donc pas seulement la bio, même si moi je milite pour la bio, mais pas seulement la bio, toutes les formes d'agriculture qui se posent des questions, l'agriculture sans labour, l'agroforesterie, le fait d'élever à l'herbe, et puis effectivement les circuits commerciaux qui vont pousser à d'autres pratiques. Enfin, et ça, on peut aider par notre consommation, par notre épargne, on a plein de façons d'aider. Ça, c'est l'acte, je dirais, quotidien du citoyen. Et puis, il y a l'acte politique. C'est le vote, bien sûr, mais c'est aussi faire pression. Et par rapport à la politique agricole commune, on a, je pense, aujourd'hui, en tant que citoyen, la responsabilité de faire entendre une autre demande. Et ça rejoint la question de les citoyens voudraient une autre agriculture que celle qu'on a aujourd'hui. Alors, avec des fantasmes, certainement, mais il faudrait arriver à créer un débat pour que les citoyens puissent comprendre les enjeux et exprimer effectivement leur demande sociale vis-à-vis de l'agriculture et fasse pression sur les hommes politiques, parce que la pression, elle marche quand même, hein. On se dit aujourd'hui, ouais, mais les pétitions, les manifs, ça sert à rien. Moi, je constate un truc, c'est qu'en 2007 a été élu un président et une Assemblée nationale qui étaient favorables aux OGM. En 2008, ce gouvernement a interdit la culture d'OGM en France, contre son propre programme politique. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que 80% des Français ne veulent pas d'OGM. Donc, lorsqu'on est capable de faire s'exprimer la demande sociale en matière agricole, les hommes politiques savent l'entendre. Guillaume, quand vous avez commencé à implanter la ruche dans d'autres pays, lesquels et qu'est-ce que tu constates comme différence de culture, de manière de voir les choses? Moi, je ne peux pas faire une analyse culturelle subtile pour l'instant. Par contre, ce qui est clair, c'est que la question agricole... Dans quel pays vous êtes actuellement? En Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, Belgique. Ce qui est intéressant de voir, encore une fois, moi je vois vraiment la ruche kiwi, c'est un projet très expérimental qui cherche en fait, le bon témoignage, c'est les gens peuvent coopérer ensemble pour changer les choses. C'est hyper intéressant ça. Et on voit que ce sujet il faut faire quelque chose pour l'agriculture en général ou il faut manger autrement, il est non seulement transversal au niveau social, mais au niveau des pays. On a eu des demandes dans tous les pays du monde, hein, en Asie, à Hong Kong, pour ouvrir la ruche qui dit oui, en Argentine, en Amérique du Sud. Je crois que tous les pays, enfin des pays, une demande assez mondiale en fait.
on voudrait pouvoir se débrouiller nous-mêmes pour inventer un réseau d'approvisionnement qui nous correspond, être sûr d'où viennent les produits, soutenir nos agriculteurs. Ça, c'est intéressant. Et donc, bon, alors, du coup, en Europe, c'est clair qu'il y a cette conscience, elle est assez présente aussi. En Angleterre, étonnamment, c'est parti hyper vite. Ils ont acquis une culture culinaire, enfin, en tout cas, une conscience culinaire très fortement depuis... en tout cas... Depuis 10 ans, avec Jamie Oliver, avec toute cette mouvance sur la cuisine, etc., il y a quand même une grosse transformation en Angleterre sur la question de l'alimentation. Ils ont une agriculture qui est complètement différente, ça qui est intéressant. Alors, par exemple, en Angleterre, ils ont hérité de landlords, c'est des grandes exploitations, mais il y a des grandes exploitations qui sont en bio et en circuit court. Du coup, leur fait de filer des outils comme ça, de circuits courts comme la ruche kiwi, ça leur permet de trouver de nouveaux clients, de multiplier, de leur passer une plus grosse part de leur distribution en circuit court, parce que souvent, ils sont entre circuit court et grandes distributions. Donc en Angleterre, ça prend très très vite, parce qu'il y a cette demande sociale qui est aussi présente. Italie, ils ont une culture qui est vraiment déjà très 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 forte sur l'agriculture locale, les variétés locales. Avec Slow Food, il y a quand même une très forte conscience. Donc je pense que la ruche kiwi, ça va permettre de populariser. C'est ça qui nous intéresse. Comme il y a ce côté économique, ouvrir une ruche, c'est un revenu complémentaire, ça touche des couches sociales qui ils trouvent un intérêt aussi économique à ouvrir une communauté et qui finalement sensibilisent leur communauté de proximité à ce sujet. Donc là, en Italie, je pense que ça va permettre de populariser. En Allemagne, pour l'instant, ça ne marche pas super bien. C'est assez compliqué de comprendre plein de choses en Allemagne au niveau économique, culturel, social. Espagne, la crise a fait qu'il y a énormément de gens qui se sont remis sur la terre pour manger déjà, hein, juste parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Ils ont quelques années d'expérience agricole, du coup ils produisent un peu plus que ce qu'ils ont que pour manger. Et du coup en Espagne, il y a une multitude de tout petits marchés, de petits producteurs qui vendent leur surplus finalement dans ces marchés-là et qui viennent vers les ruches pour les fournir. Donc c'est encore un autre milieu agricole qui arrive là. Donc c'est intéressant parce qu'aussi on voit aussi des différences historiques agricoles quoi, avec cette expérience. Voilà, bon, ce que je vois, c'est qu'il y a un sujet très transversal, une conscience de plus en plus présente et que voilà, du coup, il y a moyen de faire bouger les choses. Et il faut filer des outils pour que ce soit les gens qui décident. Quand on parle de la PAC, les agriculteurs qui sont dans le circuit court, ce sont les moins dépendants des questions de financement européen. On peut aussi envisager, parce qu'il y a aussi des solutions d'effondrement, que la PAC, c'est quand même aussi lié aux impôts, qu'il y a de moins en moins d'argent. Je pense qu'ils ont aussi moins en moins d'argent. Que quelque part, finalement, ceux qui vont résister, parce qu'on parle aussi de résister à des chocs, cette agriculture, elle a une capacité de résilience de supporter des chocs plus forts et notamment de financement public qui baisse, quoi. Donc c'est aussi une solution, enfin entre guillemets, c'est une solution de crise totale, mais d'une agriculture qui a moins besoin de financement, voilà. Jacques, sur la PAC, c'était intéressant tout à l'heure dans l'autre débat, mais peut-être on peut en reparler ici, le raisonnement que tu tenais en termes d'emploi. Oui, ben en fait, alors, un des problèmes de l'agriculture actuelle, c'est que les formes d'agriculture les plus intéressantes ont besoin de plus d'emplois, de plus de main-d'œuvre. C'est un fait constatable. Hein. Si je prends la bio, c'est moins de 4% des surfaces, c'est 7% de l'emploi agricole. Donc, c'est un fait mesurable aujourd'hui. Et c'est vrai de toutes les techniques qui vont vers une agronomie plus complexe. Les cultures associées, c'est souvent un peu moins mécanisé, ça demande plus de main-d'œuvre, etc. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre coûte très cher parce que les charges, enfin les contributions sociales, parce que c'est positif, c'est pour assurer les retraites et tout ça, mais les contributions sociales pèsent sur le salariat. Un agriculteur qui dépense 1 euro de salaire, il doit dépenser aussi 1 euro de charge. Parce que pour lui, c'est des charges. S'il achète du matériel, pour 1 euro de matériel acheté, il a 50 centimes de subvention. Et ça, ce rapport de 2 x 2, donc 4, ce rapport de 1 à 4, c'est une construction politique, c'est une construction économique. Et ce que je veux peut-être préciser, que je n'avais pas précisé tout à l'heure, c'est que cette construction, elle n'est pas venue, ni venue du ciel, ni venue de gens idiots. Elle a été faite parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on manquait de main-d'œuvre. Et on croyait qu'on avait une énergie abondante et bon marché. Donc comme on manquait de main-d'œuvre, on a fait venir de la main-d'œuvre immigrée, d'une part, et on a fait en sorte que la main-d'œuvre agricole aille dans les villes pour travailler à la reconstruction de l'Europe et à la construction du tertiaire. Et c'était cohérent à l'époque. Mais dans un monde de chômage de masse et d'énergie rare et chère, ça n'a plus aucun sens. Et ça, effectivement, il faut que les politiques agricoles puissent réformer ça. Il faudrait qu'on fasse peser les contributions sociales
sur l'ensemble de la valeur ajoutée et pas au détriment du salariat. Et ça, c'est des choses que les politiques peuvent faire, effectivement. Mais c'est pas évident. Enfin, c'est le genre de choses auxquelles ils ont du mal à s'attaquer parce que il y a beaucoup de pesanteur, y compris, je me rends bien compte que dans le milieu qui milite pour une autre agriculture, altermondialiste, bio, écolo et tout, parler de réforme fiscale, ça donne l'impression qu'on veut baisser la protection sociale, quoi. Donc c'est souvent mal vu. Donc vous comprenez bien mes propos, hein. C'est pas de la baisser, c'est de la faire peser autrement. On a un tout petit peu de temps pour des questions. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions à nos invités? Alors avec un micro. Bonjour, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, ce ne serait pas justement envisageable, au lieu de l'aide à l'hectare, de créer une aide à l'actif de ce qui existe? Ça serait envisageable, mais ce n'est pas prévu par l'Europe aujourd'hui. Mais c'est effectivement une demande. Alors je sais que la Confédération paysanne avait demandé ce genre de choses. À l'époque où j'ai travaillé à la Fédération nationale d'agriculture biologique, j'avais contribué à mettre en place un crédit d'impôt pour les agriculteurs bio qui revenait à ça, en fait. Parce qu'un crédit d'impôt, si on ne paye pas d'impôt, on le touche en positif. Donc c'est une aide, mais qui passe par le biais d'un crédit d'impôt. Et donc on peut parfois trouver des modes d'action comme ça pour donner des aides à l'actif, mais malheureusement au niveau de l'Europe, on est très très limité à ce niveau-là. Mais c'est des choses qui peuvent aller... Enfin, parfois on peut aller dans ce sens-là. Un exemple avec la bio aujourd'hui, certains responsables de la bio que j'ai rencontrés récemment, parce que je ne suis plus du tout dedans en ce moment, mais je les rencontre encore de temps en temps, et me disaient, on a fait une erreur là avec la nouvelle PAC, on a fait repasser les aides à la bio dans le deuxième pilier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui fait qu'il y a des problèmes d'enveloppe, on n'a plus assez d'argent pour accompagner, pour financer l'ensemble le développement de la bio tel qu'il est prévu. Donc là c'est un problème, on a un plan de développement et on n'a pas les moyens de le financer. Et on n'aurait pas dû revoir à la hausse les montants par hectare des aides. Et puis à la réflexion, je disais, mais en même temps, un montant à l'hectare plus élevé, si ça oblige à plafonner le montant des aides par exploitation, ça revient à tendre vers une aide à l'actif, en fait. Puisque une grosse ferme sera plafonnée parce qu'elle dépasse un certain nombre d'hectares, et une petite ferme touchera plus parce que le montant a été augmenté. Donc finalement, c'est pas si inintéressant que ça. Bon, après, il faut encore que les dispositifs suivent, hein. Donc il peut y avoir des moyens de tendre vers ça de façon détournée, mais je suis d'accord, ça serait sans doute intéressant. L'ennui, c'est que la construction des aides de la PAC n'est pas du tout basée là-dessus. C'est des compensations de perte de prix lorsqu'on a dû s'aligner sur le cours mondial, c'est des trucs en cascade. C'est toute une série de mesures d'adaptation qui sont faites les unes après les autres, sans jamais remettre à plat la question de base. Et en fait, à chaque étape, la réforme de la PAC semblait améliorer le système d'avant, mais sans jamais se poser la question qu'à force de bouger un peu, puis un peu, puis un peu, puis un peu, on arrive à quelque chose qui n'a plus aucun sens, en fait. D'autres questions? Non? Pas de questions? Bon, il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, j'espère que ça aura contribué à votre réflexion sur manger, consommer, produire responsable. Voilà, merci de votre attention.